Le paragraphe va porter sur les récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G sont aussi notés plus simplement RCPG. Ce sont les cibles d'environ un tiers des médicaments actuellement utilisés en thérapeutique, médicaments qui seront vis-à-vis de ces cibles soit des agonistes, soit des antagonistes. Les RCPG sont présents dans toutes les cellules de notre organisme. Il faut souligner dès à présent que les récepteurs couplés aux protéines G, mais qui ne possèdent pas 7 domaines transmembranaires, existent. On peut remarquer par ailleurs que des récepteurs à 7 domaines transmembranaires pourront interagir avec d'autres protéines que les protéines G trimériques. Les estimations actuelles du nombre de récepteurs couplés aux protéines G se situent autour de 800 récepteurs codés par des gènes distincts. La moitié de ces récepteurs sont activés par des stimuli sensoriels exogènes, par exemple les photons lumineux, ou encore les agents gustatifs ou les agents olfactifs. L'autre moitié de ces 800 récepteurs RCPG seront stimulés par des ligands endogènes. Il faut noter qu'un même ligand pourra stimuler plusieurs récepteurs qui lui seront propres. Je vous donne ici l'exemple des récepteurs adrénergiques alpha et bêta. Je vous donne ici un autre exemple, celui des récepteurs de la sérotonine que l'on note également 5-HT pour 5-hydroxytryptophane. Ce sera le cas éventuellement aussi des récepteurs, comme on l'a dit, adrénergiques, qui reconnaissent la noradrénaline ou l'adrénaline, ou encore des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. Vous avez donc sur cette diapositive une famille de récepteurs dont le ligand endogène est, je vous l'ai dit, un neuromédiateur que l'on appelle la sérotonine. Cette famille comprend 14 membres. Parmi ces 14 récepteurs, il y a un récepteur canal, le récepteur noté 5-HT3, et 13 récepteurs qui appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G. C'est probablement une des familles pour lesquelles on connaît aujourd'hui le plus grand nombre d'individus. Les récepteurs couplés aux protéines G ont donné naissance aux études dites de pharmacologie inverse. La pharmacologie inverse est en fait une stratégie de recherche de nouveaux médicaments qui part de la cible potentielle ou du gène de la cible potentielle et qui va remonter vers la recherche des ligands endogènes. Ces récepteurs clonés, dont on ne connaît pas le ligand endogène, sont dits récepteurs orphelins. Une fois que le ligand endogène a été identifié, on va donc effectuer une synthèse de ligands sélectifs de ce récepteur orphelin afin d'en préciser le rôle physiologique et éventuellement d'envisager donc une utilisation thérapeutique de ces ligands. Cette démarche est en réalité opposée à la démarche de pharmacologie plus classique qui s'est développée par la recherche des mécanismes biologiques impliqués dans l'effet de médicaments qui étaient déjà utilisés en thérapeutique. Donc c'est une démarche, la pharmacologie inverse, qui est un petit peu plus récente de la démarche classique de pharmacologie où on recherchait des effets de médicaments déjà utilisés en thérapeutique. Plusieurs représentations schématiques de ces récepteurs couplés aux protéines G sont proposées sur ce schéma. 3 illustrations. Elles mettent l'accent, ces 3 illustrations, sur le nombre de domaines transmembranaires, sur le fait que la partie N-terminale est extracellulaire et que la partie C-terminale sera, elle, intracellulaire. Il faut quand même noter que ces représentations n'illustrent pas le fait que le nombre de résidus aminoacyles des récepteurs couplés aux protéines G est relativement variable. Les récepteurs les plus petits seront constitués de 290 acides aminés, alors que les récepteurs les plus volumineux, mais qui ne décriront pour autant pas plus de 7 hélices transmembranaires, seront constitués, eux, de près de 1200 acides aminés. Le couplage de ces récepteurs avec les protéines G trimériques est représenté sur ce schéma, ainsi que les principaux ligands. Donc parmi les ligands, nous retrouvons des petites molécules, des amines biogènes comme les catécholamines, les prostaglandines, certains peptides.
les photons, les molécules odorantes, les phéromones, ou encore certaines protéines. Plusieurs effecteurs pourront assurer la transduction du signal. Parmi ces effecteurs, nous rencontrerons une protéine cytosolique à activité enzymatique, comme par exemple la phospholipase C, représentée en rouge sur ce schéma. Nous pouvons retrouver une protéine transmembranaire à activité enzymatique également, comme l'adénylate cyclase, représentée en vert sur ce schéma. Ou enfin, nous pourrons avoir un canal ionique qui sera perméable à certains ions, qui est représenté sur ce schéma en violet. Nous reviendrons plus tard sur la structure de ces protéines G. Nous allons maintenant parler un petit peu de classification. En effet, compte tenu du nombre important de représentants de cette superfamille de récepteurs, il a été proposé une classification basée sur l'analogie de la structure primaire de ces récepteurs ainsi que sur les sites d'interaction avec les agonistes. Cette famille va être divisée en 3 groupes, en 3 familles plus exactement, la famille 1, la famille 2 et la famille 3. Dans la famille 1, nous avons là encore une subdivision en 3 sous-familles. Le groupe 1A va réunir des récepteurs des petits ligands, des petits neuromédiateurs. Ce sera par exemple les récepteurs de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la dopamine. Ceux que nous avons vus précédemment, les récepteurs de la sérotonine, appartiennent également à ce groupe 1A. Enfin, les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine ou encore les récepteurs des opiacés, ainsi qu'une petite partie des récepteurs gustatifs et olfactifs. Donc c'est une famille assez bien caractérisée. Le groupe 1B sera le groupe des récepteurs des hormones peptidiques et des neuropeptides notamment. Le groupe 1C, quant à lui, sera le groupe des récepteurs des hormones glycoprotéiniques. Pour la famille 2, nous allons retrouver les récepteurs des hormones protéiniques de masse importante. Ce sera par exemple les récepteurs au glucagon ou encore à la calcitonine. Pour la famille 3, ce sont les récepteurs du calcium extracellulaire ou encore le récepteur GABA-B ou le récepteur métabotrope du glutamate. Récepteur métabotrope, ça veut dire récepteur à 7 domaines transmembranaires couplés à un effecteur. Vous verrez probablement dans les années futures ces définitions. Nous allons maintenant parler donc de ces protéines G. Les protéines G trimériques sont constituées, comme leur nom l'indique, de 3 sous-unités. Je vois que vous continuez à suivre. Donc, une première sous-unité alpha qui présente une grande diversité et un dimère que l'on considère comme étant, d'un point de vue fonctionnel au moins, complètement indissociable. Ce dimère est appelé dimère bêta-gamma. La classification des protéines G sera basée sur les analogies de structure des sous-unités alpha. Nous allons comme ça trouver la famille des protéines G que l'on va appeler la famille GS. Cette famille GS comprend les protéines dont la sous-unité alpha est en fait une sous-unité dite alpha-S, c'est-à-dire une sous-unité capable de stimuler l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase est notée AC sur ce schéma et donc on voit dans la colonne de gauche qui correspond à cette famille GS, j'ai encadré le fait qu'il y avait une augmentation de AC, c'est-à-dire de l'adénylate cyclase, et derrière figure un chiffre romain qui indique le type d'adénylate cyclase. Parce que bien évidemment, même pour les effecteurs, il en existe de différents types, et là, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous voyez que d'autres effecteurs pourront intervenir dans la transduction du signal initié par la liaison d'un ligand sur le récepteur RCPG couplé à une protéine G de la famille GS, puisque nous voyons en dessous indiquer les canaux calciques, sodiques, chlore, etc. Je ne vous demanderai pas de retenir autre chose que le seul exemple du couplage à l'adénylate cyclase. Autrement dit, je ne vous demande de retenir que le fait que les récepteurs couplés à des protéines G de la famille GS, donc, seront responsables d'une stimulation, d'où le S de la famille, d'une stimulation donc de l'adénylate cyclase. Quand on stimule une enzyme comme l'adénylate cyclase, cela se traduit, vous le savez sans doute, par une augmentation de la concentration intracellulaire d'AMP cyclique. À côté de cette famille, nous avons la famille GI, qui comprend les protéines dont la sous-unité alpha est notée alpha-I, ou encore
alpha-O. Elles sont en fait inhibitrices de l'adénylate cyclase. Là encore, d'autres effecteurs pourront intervenir dans la transduction du signal initié par la liaison d'un ligand à ce type de récepteur. Mais je ne vous demanderai de retenir que le fait que nous allons obtenir une diminution de l'activité de l'adénylate cyclase et donc une diminution des concentrations intracellulaires d'AMP cyclique. La famille GQ maintenant, que vous voyez en position centrale sur ce schéma, comprend les protéines dont la sous-unité alpha est évidemment alpha-Q ou encore alpha-11. Là, nous aurons comme effecteur la phospholipase C avec une activation de ces phospholipases C. Ensuite, nous voyons qu'il existe une famille baptisée G12, dont l'effecteur principal est représenté par les petites protéines G. Ces petites protéines G ont des caractéristiques communes avec la sous-unité alpha des protéines G trimériques. Et là encore, vous verrez ça dans les années futures. À ces différents couplages dont nous venons de parler s'ajoute la possibilité qu'a le dimère bêta-gamma d'initier plusieurs voies de transduction. La liaison d'un agoniste à un récepteur couplé aux protéines G va activer rapidement plusieurs voies de signalisation, comme nous venons de le voir. Puis, dans les secondes ou dans les minutes qui vont suivre, plusieurs protéines cytosoliques vont participer à un phénomène que l'on appelle le phénomène de désensibilisation du récepteur, qui va conduire à l'internalisation de ce récepteur. C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma. Les premiers acteurs de ce phénomène sont des protéines kinases que l'on note GRK. La phosphorylation du récepteur va le rendre insensible à la liaison par un agoniste. C'est le phénomène de désensibilisation homologue. Cette phosphorylation, donc par ces protéines kinases notées GRK, va permettre l'interaction d'une protéine cytosolique que l'on va appeler la bêta-arrestine, et cette bêta-arrestine va jouer le rôle de protéine adaptatrice pour fixer d'autres protéines comme la clatrine. Vous avez étudié ces phénomènes déjà d'internalisation et vous avez déjà entendu parler de clatrine en biologie cellulaire. Ces phénomènes diffèrent d'un point de vue à la fois qualitatif et quantitatif d'un récepteur à l'autre. Quelquefois, ces phénomènes permettent d'expliquer la diminution d'activité d'un médicament. Lorsqu'un patient, trouvant que le médicament est moins efficace, il aura tendance à augmenter les doses du médicament et pour finalement se retrouver avec une efficacité encore moindre du médicament. Au plus il augmentera les doses et moins le médicament sera efficace. Face à une diminution d'efficacité, il ne faut jamais décider seul de modifier la posologie d'un médicament. Il convient de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien favori. Avant d'aborder les exemples classiques de récepteurs couplés aux protéines G, je voudrais vous présenter ici un cas particulier, celui des récepteurs que l'on appelle PAR pour Protease Activated Receptor. C'est des récepteurs qui sont donc activés par une enzyme, par une activité enzymatique de type protéolytique. En effet, ces récepteurs PAR sont donc sous la dépendance de l'action du clivage par une protéase comme ici la thrombine. La thrombine est une enzyme qui va pouvoir couper un fragment de la portion N-terminale extracellulaire de ce récepteur. Le premier rôle décrit de la thrombine a été la transformation du fibrinogène en fibrine pour la constitution des caillots sanguins. Et puis on s'est rendu compte que la capacité à induire l'agrégation plaquettaire était rapportée, mais sans que le mécanisme ne soit très bien décrit. En 1991, il y a été opéré au clonage d'un gène correspondant à une protéine à 7 hélices transmembranaires, présent notamment sur les plaquettes sanguines. Le fonctionnement est assez singulier en ce sens que la thrombine ne se fixe pas sur le récepteur, mais elle exerce une activité protéolytique donc sur cette partie N-terminale, libérant un peptide inactif et dévoilant une nouvelle extrémité N-terminale qui aura la capacité, en se repliant, de venir interagir avec les résidus de la seconde boucle extracellulaire représentée en vert sur ce schéma. Dans ce cas, il semble évident que le récepteur ne pourra pas être activé une deuxième fois consécutivement
il devrait être soumis à un processus d'endocytose et à un phénomène de recyclage tel que celui que nous avons décrit précédemment. Il sera alors réexprimé à la membrane plasmique sous forme non clivée. Nous allons maintenant traiter d'un exemple plus classique de récepteurs couplés aux protéines G et nous allons aborder l'exemple des récepteurs des opioïdes. Le nom d'opioïde est attribué à des neuropeptides endogènes qui ont des effets semblables à celui d'un alcaloïde du pavot qui est bien connu, qui est la morphine. Ces opioïdes assurent la transmission nerveuse, notamment dans la paroi intestinale, mais aussi dans la moelle épinière et dans le système limbique, qui font partie du système nerveux central. Ils vont assurer cette transmission, bien évidemment, en se couplant à des récepteurs couplés aux protéines G. Le rôle principal de ces peptides endogènes va être le contrôle de la perception de la douleur. Cette perception de la douleur, que l'on appelle la nociception, implique toutefois de nombreux autres médiateurs, et il sera possible de contrôler la nociception en interférant avec d'autres cibles que les récepteurs aux opioïdes. Néanmoins, l'interaction avec les récepteurs opioïdes fournira des médicaments que l'on appelle antalgiques, qui seront parmi les plus puissants que l'on connaisse. La nomenclature des récepteurs aux opioïdes fait référence à 4 types, tous de la famille 1A des récepteurs couplés aux protéines G. Les récepteurs mu, qu'on appelle également MOP, selon la nouvelle nomenclature qui reste aujourd'hui hélas assez peu utilisée. Ces récepteurs mu donc présentent entre 50 et 70% d'homologie avec les 3 autres types de récepteurs aux opioïdes. Ils sont très largement représentés, ces récepteurs mu, aussi bien au niveau du système nerveux central qu'au niveau intestinal. Il semble que les effets antalgiques de la morphine soient essentiellement sous la dépendance de l'activation des récepteurs mu. La dépendance physique, bien connue avec cette drogue qu'est la morphine, serait elle aussi, hélas, sous la dépendance de l'activation de ces récepteurs. Pour illustrer l'utilisation de ligands des récepteurs mu, voici une spécialité, le moscontin, qui renferme comme principe actif du sulfate de morphine, et cette spécialité est indiquée dans le traitement des douleurs persistantes, intenses ou rebelles aux antalgiques de niveau plus faible, et ce sera en particulier les douleurs d'origine cancéreuse. C'est en réalité un médicament qui accompagne les patients cancéreux en fin de vie. C'est donc un médicament de soins palliatifs. Son action antalgique est puissante et c'est une action qui est définie comme étant dose-dépendante. Elle s'accompagne notamment d'une dépendance physique. Bien évidemment, dans le cas que nous évoquons ici, cette dépendance physique est quelque chose de très secondaire. C'est une préoccupation qui ne sera pas principale puisqu'on a affaire à des patients en fin de vie. Par contre, cette action s'accompagne également d'une dépression respiratoire. Dépression respiratoire par effet sur le centre nerveux de la respiration. Il y a donc un risque réel à trop augmenter les doses de morphine. Cette dépression respiratoire est à la base du décès par overdose des patients, pas seulement des patients, mais des individus qui consomment de l'héroïne ou de la morphine. La morphine va également provoquer un myosis d'origine centrale. Le myosis, c'est la diminution du diamètre de la pupille. La mydriase, c'est l'effet opposé, c'est l'augmentation du diamètre de la pupille, et je vous ai mis des photos dans le bas de cette diapositive pour illustrer ces deux conditions. Vous comprenez pourquoi dans les films policiers, lorsqu'un enquêteur soupçonne qu'un individu est sous l'emprise de la drogue, il va examiner la pupille du patient, la pupille de l'individu plus exactement, pour essayer d'avoir un signe comme ça de son intoxication. Je vous remercie de votre attention et nous allons nous retrouver pour un prochain paragraphe.